Monsieur le leader. Alors, Madame la Présidente, tel que convenu, je rappelle l'item 0201 de l'ordre du jour, qui est la période de questions des membres du Conseil. Merci beaucoup. Alors, nous procédons à la période de questions des membres du Conseil. On débute. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Bienvenue, Madame la mairesse, chers collègues. Donc, ma question est évidemment sur l'enjeu de la journée, la préoccupation de tous les Montréalais et Montréalaises, soit le dangereux état des trottoirs ainsi que de la chaussée. Nous savons tous à quel point, au cours des dernières semaines, il y a eu beaucoup de difficultés. On a entendu évidemment Urgence Santé annoncer vendredi à quel point il y a eu un nombre record d'appels concernant des chutes sur les trottoirs, sur la chaussée. Apparemment, dans ce qu'on m'explique, même l'inspectrice générale n'a pu épargner. Elle a malheureusement cassé 2 chevilles au cours des derniers jours. C'est vraiment attristant. Elle n'est pas la seule. C'est quelque chose qui affecte évidemment les aînés, les plus jeunes et tous ceux entre les deux. Et on comprend, tout le monde reconnaît à quel point qu'il y a effectivement des conditions météorologiques difficiles, comme quoi il y a une grande variation de température. Mais ce qu'on entend au fur et à mesure, c'est des excuses sur la situation, au lieu de reconnaître qu'il y a eu des ratés et de corriger le tir. On a entendu au début de la saison comme quoi le budget allait être maintenu, comme quoi il allait y avoir des drones, mais comme quoi il n'y avait pas de changement de fond sur la planification et la stratégie concernant le déneigement. Alors ma question, elle est effectivement au responsable des services citoyens de déneigement, M. Parenteau. À chaque tempête, on vous entend parler et donner des raisons, des excuses. Bien qu'on comprend qu'il y a de la difficulté, est-ce que vous êtes prêt à reconnaître qu'il y a effectivement eu des ratés? C'est le point de départ pour pouvoir améliorer la situation et de s'assurer de la sécurité des citoyens. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition, pour votre question. Je veux rapidement remercier, mais saluer, nos 2 nouveaux collègues du Conseil. Je sais que déjà les applaudissements ont été faits, mais je tenais à le faire. Monsieur Corvier, bienvenue, et Madame Bourgeois également. J'ai décidé de me lever parce que la question du déneigement, vous dites que c'est la question du jour, mais nous, c'est notre lot quotidien. À tous les jours, on travaille avec les équipes pour s'assurer que le déneigement et la situation au niveau de la glace, qu'on trouve les bonnes solutions au bon moment. Et quand on regarde le cocktail météo qui s'est abattu sur Montréal, mais même chose à Longueuil, à Laval, en fait, dans la grande région métropolitaine, quand on a vu que les pompiers sont venus de nous prêter main forte, entre autres parce que les caniveaux, les trous d'hommes étaient bouchés, créant des lacs à certaines intersections, force est d'admettre que avec tous les travailleurs, les 3000 cols bleus qui travaillent depuis dimanche à ramasser la neige et qu'après ça, quand on a des accumulations d'eau, à un moment donné, il faut établir les priorités et déplacer les équipes en fonction de ce qui se passe. Moi, je suis extrêmement fière du travail qui est fait sur le terrain. Et je sais qu'en arrondissement, c'est la même chose. Les directeurs des arrondissements travaillent avec leurs équipes pour leur dire, allez aux endroits où c'est nécessaire, allez mettre plus de sel quand c'est nécessaire. Évidemment, avec l'eau, c'était pas nécessairement la bonne solution à ce moment-là, mais il y a un travail qui est fait, en fonction de l'évolution de la température. Même les prévisions météorologiques nous montraient qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de neige, pas la première fois, mais la deuxième fois. Alors, pour moi, je suis extrêmement fière de ce travail qui est fait. Est-ce qu'il y a matière à l'amélioration? Comme toujours, comme à chaque tempête, depuis 375 ans, à chaque année, on s'améliore et on va continuer à le faire. Merci, Madame la mairesse. Monsieur le chef de l'opposition, votre question complémentaire. Merci, Madame la Présidente. On a entendu encore une fois une réponse, une raison comme quoi qu'il y a beaucoup d'efforts. Tout le monde le reconnaît. Tout le monde reconnaît que l'école bleue, les entrepreneurs travaillent d'arrache-pied. Tout le monde reconnaît comme quoi ce sont des situations d'exception. Mais ce qu'on entend encore et par et d'autres, c'est cocktail météorologique, bombe météo. Et on a toujours des raisons. Il faut reconnaître qu'il y a eu des ratés. Il faut reconnaître qu'au mois de novembre, lorsqu'il y avait eu 2 tombées de neige et il n'y avait pas eu de chargement, il y a une pile de glace qui reste encore sur ma rue. Il faut reconnaître comme quoi il y a eu un manquement pendant le temps des fêtes où il y a eu des résultats. Et ces erreurs-là, ils se sont amplifiées avec une mauvaise gestion de part et d'autre. Alors oui,
il y a eu des difficultés. Mais le chargement la semaine passée, au lieu de faire lundi soir, on aurait pu faire lundi matin et ça vous aurait donné plus d'options et plus de flexibilité quant à la suite des choses. Alors moi je demande, en conclusion, Monsieur le chef de merci l'opposition. Madame la Présidente, mis à part le Conseil d'ajouter des crampons et de vous armer de patience, comment est-ce que vous allez vous assurer la sécurité publique pour la population? Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Parenteau. Je vais y aller. Je pense qu'on confond beaucoup excuses avec information, explication face aux citoyens. Dans ce cas-ci, moi, je me souviens très bien d'un janvier 2016, alors que j'étais dans l'administration, où on a eu un épisode de verglas de glace assez majeur et qu'on avait perdu les trottoirs pour tout l'hiver. On ne parle pas de ce qu'on voit ici présentement, là. Ça n'a rien à voir. On parle de 2, 3, 4 pouces ces trottoirs. Ça a duré tout l'hiver prochain. Le janvier qui a suivi, même chose. Est-ce qu'il y avait eu des changements entre-temps? Non. Depuis, est-ce qu'il y a eu des changements? Bien sûr. Quantité de sel a augmenté. On a rajouté, là, on est rendu à près une dizaine de croque-glaces qui vont être sur les ont déjà commencé de sortir en fin de semaine, dans la mesure qu'on les utilise à bon escient, justement pour ne pas perdre nos trottoirs pour l'ensemble de l'hiver. Les mesures sont faites, les gens ont travaillé. Juste pour revenir aussi, vous êtes à même de savoir, parce que pour avoir été dans l'administration assez longtemps, que le chargement, il y a un délai pour mettre les pancartes, les Lexans dans l'ensemble des arrondissements. On ne pouvait pas les mettre lundi matin ou dans la nuit. Alors, c'est pour ça qu'ils ont été mis lundi soir. Ce n'est pas des excuses, c'est des explications de la transparence face aux citoyens. Merci. Merci. Madame la leader de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Alors, j'aimerais vous amener sur le terrain des logements sociaux et communautaires. Durant la campagne électorale, le projet Montréal avait fait la promesse phare de construire 12 000 logements sociaux et communautaires en 4 ans, soit environ 3 000 si on y va pour un chiffre égal d'année en année. Donc, on parle de 3 000 logements sociaux et communautaires par année. Déjà, l'administration a commencé à réduire les attentes en annonçant qu'elle allait désormais mettre dans le compte les rénovations d'unités de nouveaux logements sociaux, les unités rénovées dans les nouveaux logements sociaux, et qu'elle se donnait également une année de plus pour atteindre son objectif. Alors, malgré ceci, quand on regarde le bilan de l'année 2018, on n'est pas du tout dans le compte, Madame la Présidente. Ce sont 320 logements sociaux et 395 logements abordables qui ont été non pas construits, mais mis en chantier. Alors, on est loin du compte du 3 000, le chiffre magique de 3 000. Comment l'administration s'explique-t-elle ces objectifs en lien avec une réalité qui n'est pas répondue au niveau des résultats qu'on voit? Merci, Madame la leader. Madame la mairesse ou Madame Papianou. Je m'excuse, merci beaucoup. Écoutez, on ne s'est jamais désisté, donc on maintient le cap pour 2021. Je ne sais pas, on nous met des mots dans la bouche. Donc on maintient le cap. Donc il s'agit de 6 000 logements sociaux et 6 000 logements abordables, dès que la mairesse s'est engagée. Et comme vous le savez, très pertinemment, donc ça nous a pris du temps à mettre en place le nouveau programme Accès Logis Montréal, parce que ça a été un transfert de compétences de Québec à Montréal. En même temps, ce n'est pas de la rénovation, mais c'est de protéger un parc privé qui risque de devenir très cher et de le rendre abordable à long terme. Donc, on a tout fait. Ce n'est pas les seules mesures. La mairesse a annoncé clairement notre stratégie pour mettre en place les 12 000 logements. Et on maintient le cap et on est très, très fiers. Merci. Merci. Madame la leader de l'opposition. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, je suis justement contente de vous entendre parler d'Accès Logis, puisque 40 des sommes disponibles pour les logements sociaux via le programme Accès Logis, soit un montant de 104 millions, n'ont pas été dépensés l'année dernière dû à un ralentissement du rythme de chantier. Alors, ça inclut évidemment Montréal. L'Accès Logis est un volet sur lequel s'appuie la stratégie de l'administration. Alors, j'entends votre réponse, Madame Papianou, mais comment est-ce que l'administration s'engage à réaliser ce qui reste maintenant des 5 285 nouveaux logements nécessaires pour atteindre les objectifs de 2018 et 2019? Merci. Merci, Madame la leader. Madame la mairesse.
Oui, je me lève parce qu'évidemment, l'habitation, c'est un sujet, tout comme la mobilité, le développement économique, mais l'habitation en est un qui est très, très important pour nous. Il faut savoir que quand on est entré, quand on a pris le pouvoir, on a décidé de faire un remaniement à même l'équipe, la division de l'habitation qui n'avait pas la capacité de répondre aux objectifs qu'on s'est mis. Les 12 000 unités, on y tient et on va les réaliser. Et pour ce qui est du faible nombre de logements qui, effectivement, on veut pouvoir rénover, vous savez, je pense que vous recevez peut-être des demandes de vos citoyens qui disent « Madame Plante ou vous tous, on n'arrive pas à se loger, pourtant il y a des HLM qui sont barricadés au coin de la rue, il faudrait juste les rénover. » Bien, moi, ces unités-là, je veux les remettre sur le marché, je veux qu'on les rénove et c'est une honte qu'on ne soit pas en mesure d'y loger des gens. Alors, c'est ce genre de mesures-là que moi, je veux m'assurer qu'on récupère ces logements-là. Et pour le reste, avec le règlement d'inclusion qui s'en vient, avec Accès Logis, justement, on est en négociation avec le gouvernement du Québec parce que vous avez raison. Maintenant, les taux de construction, la décontamination, les terrains, c'est beaucoup plus cher. Donc oui, on a un backlog. On a beaucoup d'unités qui n'ont pas été construites, mais nous, on est au premier front pour aller chercher ces sommes suffisantes-là, ces sommes-là qui sont nécessaires pour des projets structurants qui attendent de sortir de terre. Merci. Merci, Mme la mairesse. Est-ce que les leaders des autres formations politiques souhaitent poser une question? Non? Alors, on va ouvrir la période de questions à l'ensemble des membres dans 3, 2, 1. La parole à M. Perry. M. Perry? À vous la parole. Merci, Madame la Présidente. L'année 2018 a été une année les plus meurtrières sur les routes montréalaises. La semaine dernière, l'année 2019, a fait sa première victime. Une femme de 69 ans a été frappée par un camion qui tournait sur l'avenue du Parc. Et elle est la deuxième victime. On se rappelle le 13 janvier, un homme de 53 ans aussi est mort après avoir été tué à l'angle de René-Lévesque et boulevard Saint-Laurent. Alors, au cours des derniers mois, nous avons interpellé l'administration sur ce bilan. À chaque fois, on nous a parlé d'une révision des objectifs et d'une volonté de repenser la sécurité et d'une vaste consultation de l'ensemble des parties prenantes. Alors, à l'aube d'une nouvelle année, quels gestes concrets seront mis en place rapidement pour éviter que 2019 ne ressemble malheureusement à 2018? Merci, M. Perry. M. Cadwell. Merci beaucoup, M. Perry, pour cette question qui est fondamentale. Effectivement, on a eu 2 accidents, 2 collisions tragiques, mortelles, impliquant des véhicules lourds. Votre question, et qu'est-ce qu'on fait en place concrètement? De un, on réunit tous les acteurs. Il y avait un article dans la presse qui citait M. Lacroix du syndicat des Teamsters, M. Lacroix, M. Cadieux de l'Association des camionneurs, Transport Québec, Transport Canada feront partie d'un comité technique de Vision Zéro. Il y a une des 3 priorités de Vision Zéro, c'est les véhicules lourds, la sécurité entourant la question des véhicules lourds. Alors, ce comité technique-là est pour développer des solutions qui impliquent l'ensemble des partenaires. Sera ce comité-là, Piétons Québec, l'Association des cyclistes, et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait via la recherche avec notre matériel roulant. On teste des équipements embarqués qui amènent ce problème de visibilité des angles morts sur les camions. Le problème est un problème de visibilité des piétons parce que les conducteurs ne les voient pas avec les angles morts. Donc, il y a des efforts qui sont faits à ce niveau-là. Deuxièmement, sur la place des camions en ville. Dans la consultation qu'il y avait eu sur la cohabitation des véhicules lourds et des usagers vulnérables, qui avait été présidée par le maire Bissonnette à l'époque, il y avait des recommandations sur la place des camions. En conclusion, le service d'urbanisme est à développer un projet pilote pour assurer une meilleure livraison, une moins grande place des camions de livraison sur nos artères commerciales. Merci, M. Cadwell. Et il y a d'autres initiatives, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Merci. M. Perry, votre question complémentaire? Oui, merci, M. Caldwell. Je comprends que vous avez des bonnes intentions. Ce n'est pas ça que je questionne.
Ce que je questionne, c'est la gravité de la situation. Je sais, nous avons, au cours des derniers mois, nous avons proposé d'avoir des feux tout rouges autour des écoles et enfin, le dernier conseil, autour des écoles et des résidences de personnes âgées. Nous avons proposé aussi l'imposition des barres latérales pour les camions. Et vous allez étudier, vous allez mettre tout ça dans les plans Vision Zéro. Est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre rapidement pendant qu'on étudie pour éviter qu'il y aura d'autres victimes? Ce sont deux cas faciles, deux cas, je pense, qui devraient être prioritaires. Il y a d'autres cas plus compliqués, je vous comprends. Mais pour ce qui est facile, est-ce qu'on peut agir un peu plus rapidement? Merci. Merci, M. Perry. M. Caldwell. Merci, M. Perry. Rapidement sur la question des barres latérales, on a eu ce débat en conseil, l'approvisionnement, comme il a été décidé par ce conseil, et suite à l'orientation claire donnée par la mairesse, l'approvisionnement est en train de regarder des scénarios d'approvisionnement pour que les barres latérales soient présentes sur plus de camions. Ceci dit, on le sait, ce n'est pas la solution magique. Dans le cas des accidents qui nous occupent, les rapports préliminaires nous démontrent que ça ne fait la différence. Donc, dans ce débat-là, dans notre volonté d'arriver à baisser le bilan routier, il faut faire l'économie des solutions magiques. C'est la combinaison de plusieurs facteurs qui vont nous arriver à abaisser notre bilan routier. Ça, c'est des camions qui vont moins vite. C'est des piétons et des cyclistes mieux visibles grâce à la configuration de notre réseau routier, grâce à la configuration des camions. C'est une réflexion profonde sur le type de camion et leur place dans la ville. La capacité d'organiser la chaîne logistique et le transport des marchandises en ville. Encore là, parce que ça reste une référence pour nous, je veux citer l'excellent rapport de la Commission des transports en 2017 sur la cohabitation des véhicules lourds et des usagers vulnérables. Ça reste toujours, je vous invite à aller le relire, ça reste toujours notre plan de match. L'ensemble des recommandations qui avaient eu lieu suite à cette consultation, en conclusion, la place du camion, la configuration, la revendication aux autres paliers, sont toutes actives et nous y donnons suite. Merci beaucoup, M. Caldwell. La parole à Mme Lattanzio. Merci, Madame la Présidente. Donc, Madame la Présidente, après les ratés de déneigement de 2018, la mairesse nous a promis qu'elle ferait mieux. Elle a annoncé en grand pompe l'achat de quelques appareils croque-glace. On nous a dit qu'ils étaient mieux que des abrasifs, qu'ils étaient la solution aux trottoirs patinoires détestés par les Montréalais. Or, ces véhicules sont restés au garage et les citoyens patinent autant que les joueurs du Canadien de Montréal. Alors, quand elle sait très bien que nous avons droit à un hiver particulièrement froid et verglaçant, comment la mairesse explique-t-elle aux Montréalais un deuxième échec dans le déglaçage des trottoirs? Merci, Mme Lattanzio. Madame la mairesse. Oui, je tenais juste à faire une petite rectification parce que tout à l'heure, le chef de l'opposition, ou enfin, il me semble que c'est vous, M. Perez, qui disait que Mme Bishop s'était fracturé les deux chevilles. Et en fait, c'est une cheville et elle n'était pas à Montréal. Alors, j'aimerais quand même mentionner parce que c'est très différent comme situation. Ceci étant dit, on lui souhaite un bon rétablissement. Ça, c'est clair. Pour répondre à votre question concernant les croque-glaces, ils sont en opération. Et pour utiliser les croque-glaces, ben écoutez, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais on a des équipes de col bleu qui connaissent leur travail. Alors, ce n'est ni moi ni vous on va pouvoir se substituer à leur expertise, mais sachez qu'il faut une certaine épaisseur de glace, il faut qu'elle soit dure. Et on les a vus en fin de semaine, les croque-glaces, entre autres, sur le plateau Mont-Royal. On en a vu dans Rosemont également. Alors, ils se promènent et il suffit que les arrondissements nous en fassent la demande et puis ils sont sur le terrain. Merci. Merci, Madame la mairesse. Madame Lattanzio, ça va? La parole à Madame Black. Voilà. Alors, lorsqu'on parle d'une bonne gestion animalière, on se réfère souvent à Calgary. En effet, la ville de Calgary a un taux d'euthanasie d'animaux abandonnés de seulement 5 % comparativement à plus de 50 % à Montréal. Il faut savoir que Calgary doit son excellente réputation à son centre animalier. Et Madame la Présidente, le Journal de Montréal nous rapportait pas plus tard que la semaine dernière que la ville de Montréal vient
encore de reporter les travaux pour notre propre centre animalier. Ce projet ne cesse d'être repoussé. Alors, ma question s'adresse à M. Sauvé. Quel est le plan de match pour l'administration pour un futur centre animalier? Merci, Mme Black. M. Sauvé, à vous la parole. Merci beaucoup de la question, Mme Black. Effectivement, on a eu l'autre projet qui a été présenté par l'ancienne administration qu'on a jugé insuffisante pour les besoins, pour vraiment avoir peut-être d'autres scénarios. Donc, nous sommes en train d'évaluer d'autres scénarios. Je pense que ça a été nommé aussi lors de la commission ici pour le budget pour les SCA. Donc, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et dès qu'on a un projet à vous proposer, ça serait annoncé en bonne et due forme. Merci. Merci. Mme Black. Madame la Présidente, le même article mentionnait que l'administration songeait à ouvrir plusieurs petits centres au lieu d'un seul grand refuge. Alors, est-ce que c'est la solution qui est adoptée par l'administration? Et si oui, comment cela va-t-il coûter moins cher qu'un seul centre? Comment cela va-t-il contribuer à diminuer les quelques 1000 chiens et chats euthanasiés chaque mois à Montréal? Merci. Monsieur Sauvé. Donc, ça fait parmi d'autres scénarios qu'on regarde. Donc, on regarde plusieurs scénarios actuellement pour pouvoir présenter un projet plus complet de ce que vous a été proposé lors de la dernière administration. Merci. Merci, M. Sauvé. La parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En novembre 2018, Madame Desrômes, directrice du service de la diversité sociale, s'exprimait sur le centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Et je cite, « Du côté de la ville, il n'y a pas vraiment de problème. On les rencontre pour la prochaine convention la semaine prochaine. On est en action pour reconduire la convention avec le centre. » Ma question, elle s'adresse à Madame Goulet. Nous sommes à la fin du mois de janvier, 3 mois plus tard. Est-ce que l'administration peut confirmer la signature de la convention avec le centre? Merci, M. Sari. Madame Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'ai pas toutes les citations, j'ai pas tout le contexte de ce que Madame Desrômes a dit. Effectivement, on est en discussion constante avec le Centre de prévention de la radicalisation. On est également en constante discussion avec le gouvernement du Québec. Présentement, on est le seul bailleur de fonds. On veut s'assurer de diversifier les activités, de nous assurer que les activités sont basées à Montréal quant à notre financement, mais les négociations vont bon train et on est en constante discussion avec le centre. Merci. Merci. Monsieur Sari, votre question complémentaire? Oui, bien évidemment. Écoutez, Madame la Présidente, il y avait un diagnostic organisationnel du centre qui a été demandé. Il a été demandé par la Ville de Montréal, mais l'administration n'a jamais, et quand je dis jamais, jusqu'à vendredi dernier, n'a jamais rencontré le CA pour en parler. La rencontre promise par l'administration en novembre dernier pour reconduire la convention n'a jamais eu lieu non plus. Dans le non-dit, parfois, dans la non-action, il y a quand même quelque chose de dit, il y a quelque chose de fait. Alors, dans le non-action, il y a une action. C'est un immobilisme qui laisse vraiment songer, qui laisse songeur. Dois-je réellement vous rappeler l'importance du centre de prévention de la radicalisation menant à la violence? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce immobilisme? L'administration peut-elle nous rassurer qu'elle reconduira ou pas la convention avec le centre? Peut-elle rassurer le centre qui est sans nouvelles depuis des mois que sa convention sera reconduite? Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Sari. Madame Filato. Merci, Madame la Présidente. Donc, je tiens à rassurer qu'il n'y a pas d'immobilisme de notre côté, ni de la part de l'administration politique, ni de la part de nos services administratifs. Il y a eu des rencontres, il y a des rencontres à venir. On est en constante discussion avec le centre. On a également, Monsieur le Président du comité exécutif avait mentionné lors d'une séance du conseil municipal qu'il y a un audit présentement à la Ville. Donc, nous ne sommes pas du tout immobiles dans ce dossier et nous allons vous donner des nouvelles sous peu. Merci. Merci, Madame Filato. La parole à Monsieur de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, le sujet de mon intervention, c'est sur le service dans la métro. Une des caractéristiques d'un réseau de transport collectif efficace est la régularité et la ponctualité des services. Et c'est un minimum pour tous les usagers. Donc, depuis le 1er janvier, on compte déjà 4 pannes de métro majeures. Sans parler des nombreux arrêts mineurs et des délais de service qui est toujours imprévisible, et puis je reconnais, c'est difficile à tout prévoir, mais toutefois des interruptions répétées
sont aussi rapprochés, qui minent la confiance des usagers et nuisent à la réputation du transport en commun. Donc, quelles mesures concrètes qu'on peut mettre en place maintenant pour qu'on peut améliorer le service du métro? Merci, M. de Souza. M. Sauvé. Merci beaucoup pour la question, M. de Souza. Effectivement, en 2018, on a noté une hausse d'achalandage de 5 dans les métros de Montréal. C'est une bonne nouvelle. La ligne orange, 5,5 quand même. Ça fait plus de 9 000 personnes de plus dans la ligne orange entre Montmorency et Sherbrooke à tous les jours. Et en 2018, une autre bonne nouvelle, il y a moins 8 d'interruptions de plus de 5 minutes dans le service du métro. Donc, ça va mieux, en fait, à Montréal c'est la meilleure année depuis 5 ans. C'est 2018. Donc, les choses vont bien. Quel élément est-ce qu'on met en place? Parce qu'effectivement, tant que c'est pas parfait, on n'est pas content. Donc, les choses qu'on analyse présentement. Comment qu'on peut mettre peut-être des portes palières dans le métro? Ça, c'est quelque chose qui pourrait vraiment réduire beaucoup de problèmes dans le métro, effectivement, avec si les gens lâchent une cellulaire ou quelque chose qui avance dans le sur-track des métros. Donc, les portes palières, c'est quelque chose qui sont en analyse présentement. Ils vont être mises pour la ligne bleue, toute la prolongation de la ligne bleue, et quelque chose qu'on va pouvoir peut-être mettre sur la ligne orange pour réduire davantage l'interruption de service. Comme vous savez, 50% et plus des interruptions de service sont causées par la clientèle. Donc, on a fait des campagnes de communication également. Donc, il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille pour réduire ça. Et effectivement, une chose qu'on a besoin aussi de toutes les partis politiques de l'appui, c'est de redondance. C'est une autre ligne de métro. C'est quelque chose qu'on pousse encore. Donc, ce serait vraiment nice si vous appuyez là-dessus. Merci beaucoup. Merci, M. Sauvé. M. de Souza. Madame la Présidente, sometimes I think that Mr. Sauvé and myself don't live on the same planet, maybe not even in the same city. Listening to him talk, we're looking for concrete measures, Mr. Sauvé. Depuis le mois, on ne peut pas dire, you talked about les portes palières afin de prévenir des suicides dans le métro. L'administration va enfin installer des portes palières dont on parlait quand? À quelle échéance? Quand on peut avoir toujours ces retards continus? Monsieur Sauvé, vous savez très bien que on voit ça, c'est de l'actualité. Ce n'est pas juste les interruptions de service. Vous avez vu, sur la fin de semaine, M. Cardinal a parlé de le service accru comme de SRB qui doit être ajouté. On voit aussi qu'il y a un achalandage accru qui s'en vient, Madame la Présidente. On a participé à des réunions de ARTM et avec la fermeture en 2020, il y aura 30 000 personnes de plus qui vont se diriger vers Métro Côte-Vertu. On avait demandé de redondance depuis des années pour la ligne orange, mais je n'ai pas eu encore des nouvelles de votre bord. Donc, je pense qu'il y a des mesures à prendre, soit sur la redondance sur la ligne orange, soit dans des mesures tangibles par les services d'autobus rapide, SRB, soit par les portes palières. Mais encore, il faut avoir des mesures concrètes maintenant, pas en 3 ans, 4 ans, 5 ans. Merci, Madame la Présidente. Madame la mairesse. Oui, je me lève parce que je suis toujours un peu surprise quand M. de Souza s'en prend à mon collègue avec quand même, je trouve, quand même pas mal de complaisance. Au final, c'est nous qui, depuis qu'on est arrivé, on vient d'investir. On n'a jamais autant investi à la STM en termes de développement. Les portes palières, on les a ramenées sur une ligne de priorité parce que ça ne l'était pas avant. Et on le sait que si on veut minimiser les arrêts qui sont causés par des accidents, on échappe nos clés, on échappe le téléphone. Il n'y a pas 56 000 façons, surtout quand on voit que le métro est plus populaire que jamais. Pourquoi il est plus populaire que jamais? Parce que les gens se disent « Wow, moi j'ai envie de le prendre et je vois que c'est une façon concrète pour ne pas être pris dans la congestion. » Le prolongement de la ligne orange, c'est pas ça qui aurait nécessairement réglé le problème. Et moi, je suis pour le prolongement de la ligne orange. Moi, j'ai pas de la misère à être en appui de ce côté-là. Et ça serait intéressant que vous soyez, et je vais reprendre l'expression de mon collègue, ça serait nice que vous aussi puissiez voir qu'une des solutions pour désengorger le réseau, c'est également une 5e ligne de métro, et celle-là, c'est la rose. Mais vous savez, au niveau de l'inaction, jamais je vais prendre une critique de votre côté de la Chambre, parce que au final, vous avez jamais investi, vous avez jamais mis vos culottes pour qu'on trouve des solutions concrètes. Nous, on le fait, mais oui, ça prend du temps à colliger des données. Ça prend du temps. Merci, Mme la mairesse. Et Madame la mairesse, mettre ses culottes, ce n'est pas un propos parlementaire. Alors, mettre sa robe, bon, mais je vous demanderai de retirer cette expression.
Merci. Elle vient de retirer ses propos. Alors, on poursuit. La parole à M. Corville. Ah, excusez-moi, M. Corville, je viens de voir que le temps pour la période de questions est échoué. Madame la leader. Oui, s'il vous plaît. Alors, une période de prolongation de 15 minutes appuyée de mon collègue Francesco Miele. Alors, la prolongation est acceptée. M. Corville, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Le centre de tri prévu en 2024 sur le site de la carrière Francon provoque la colère des résidents de Saint-Michel. En tant qu'élu, je comprends et appuie les citoyens qui veulent une meilleure qualité de vie en rendant le site de la carrière Francon agréable et accessible à tous. Lors d'un conseil d'arrondissement en 2018, face aux inquiétudes d'une résidente, Mme Filato a répondu que pour la mairesse, et je cite, « la décision n'était pas encore finale ». Pourtant, dans le PTI 2019-2021, c'est le contraire. Cela mentionne clairement que le projet de centre de tri dans l'arrondissement, avec l'aménagement de chemin d'accès à la carrière en 2021, la construction du centre en 2022 et 2023 et sa mise en service en 2024. Maintenant que les élections sont terminées, avez-vous une position plus claire? Les citoyens ont droit de savoir et vous avez le droit de leur répondre. Merci, M. Corville. La parole à M. Parenteau. Présidente, et je tiens à vous féliciter aussi, M. Corville, pour votre élection. Pour ce qui est du deuxième centre de tri, toutes les options sont sur la table encore. On est en train d'évaluer différents scénarios encore. Et oui, effectivement, c'est un PDI parce qu'anciennement, le choix était formel sur le site. Maintenant, présentement, on va ouvrir à la fin de l'année le centre de tri de la Chine. On va exécuter les travaux. On va devoir gérer aussi la balance de ce qui est reposant de tri de la Chine. Et par la suite, on pourra statuer officiellement sur le deuxième centre de tri qui pourrait être ailleurs que dans la carrière Francon, comme vous dites. Merci, M. Parenteau. M. Corville, une question complémentaire. En ce cas, est-ce qu'il y a d'autres projets dans le PTI dont vous n'êtes pas sûr? Les Montréalais doivent-ils s'attendre à d'autres mauvaises surprises? M. Parenteau. En fait, il n'était pas dans le PTI, il était sur la coordination d'un chemin, mais le projet en soi n'était pas dans le PTI. Merci, M. Parenteau. La parole à M. Rotran. Merci, Mme Wong. Ma question est à la mairesse Valérie Plante ou quelqu'un de son équipe qui peut m'aider à clarifier la réponse de ma question. J'ai lu le document de l'administration, commentaire de Montréal et de la STM présenté à la Commission de transport de la communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre des consultations sur le rapport d'étape concernant les orientations et attentes de la CMM à l'égard de plans de tarification sociale de transport en commun sur le territoire de CMM daté le 5 décembre dernier. Ce document, effectivement, demande la gratuité de transport en commun pour les aînés, au moins hors point, gratuité pour les jeunes et une réduction des tarifs pour les personnes de faible revenu. J'aimerais mieux comprendre comment ce tarif social va être financé. Le STM, en 2013, a fait une étude au niveau du Comité de service à la clientèle, validée par Raymond Chabot, Grant Thornton, qui démontre une mesure beaucoup moins large que ce qui est proposé par l'administration, va coûter 30 à 40 millions par année et 5 à 7 millions de dollars par année en administration. Ces mesures que l'administration propose pour l'ensemble des territoires peut facilement dépasser 100 millions par année. J'aimerais savoir s'il y a une garantie de l'argent de Québec pour payer ça et sinon si l'administration a l'intention d'utiliser soit de taxes foncières ou une augmentation des tarifs ou une combination des deux pour payer pour le tarif social. Merci, M. Rotran. M. Caldwell, à vous la parole. Merci pour la question, M. Rotran. On y va étape par étape. Clairement, dans ce rapport-là, Montréal assumait son leadership. On veut la gratuité pour les jeunes, on veut une amélioration des tarifs pour les aînés, la gratuité pour les aînés, ainsi qu'une tarification sociale pour ceux qui sont exclus du transport en commun, comme facteur d'inclusion. Donc, l'exécutif de la CMM a donné à la Commission de transport de la CMM un mandat d'étudier la question. Pas plus tard que la semaine passée, la Commission a voté ses recommandations, renvoie ça à la CMM. En gros, quelles sont ces recommandations? C'est l'ARTM doit développer un modèle ainsi avec un financement associé
pour la tarification sociale. Et dans ce modèle-là, c'est un modèle qui sera pour l'ensemble de la région métropolitaine parce qu'on s'entend bien qu'avec la gouvernance actuelle de la CMM et de la RTM, il y aura une harmonisation des tarifs. Et c'est bien important d'inclure Québec dès le début du processus. C'est des mesures de mobilité sociale, c'est des mesures de développement social. Et donc, le dossier suit son cours. Montréal est très fier de la position de leadership qu'on a adoptée dans le dossier et les discussions avec la RTM et Québec commencent donc à cet effet. Merci, M. Cadwell. M. Rotra, votre question complémentaire. J'étais bien curieux que ce dossier a porté le logo de la STM, même que l'actuel conseil d'administration n'a jamais vu ce dossier selon les membres de l'actuel conseil d'administration. J'aimerais savoir si la Ville doit faire des choix, des priorités, étant donné que c'est possible que Québec ne finance pas l'ensemble des demandes de la Ville, comme les 300 autobus, le coût d'opération, 300 autobus, une ligne rose, des services additionnels et un tarif social. Est-ce que l'administration consulterait la population des choix à faire? Est-ce que l'administration priorise mieux des services additionnels pour bâtir l'achalandage ou d'aider une portion de la clientèle actuelle qui a des problèmes de payer leurs tarifs? Merci, M. Rotra. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup. Je profite de l'occasion peut-être pour expliquer un peu le travail qu'on fait en ce moment en lien avec le financement du transport collectif. Parce que ce qu'on se rend bien compte, c'est que c'est insoutenable pour toutes les villes, surtout les grandes villes. Je parle de Montréal, Longueuil, Laval, mais beaucoup Montréal parce qu'on a un système de métro. Alors, en même temps il y a une négociation du pacte fiscal, on sait ce que l'on souhaite, les villes, c'est de pouvoir avoir une discussion en parallèle sur le financement du transport public. Parce qu'au final, les projets qu'on propose sont tous très, très bons. Et il y en demeure, ça va être la RTM, l'Agence régionale de transport métropolitain, qui va faire une certaine priorisation. Mais quel qu'il soit, ce que l'on souhaite, c'est que ce ne soit pas un projet, il y en a un, puis quand celui-là est terminé, il y en a un autre qui commence. Les besoins sont grands à l'échelle métropolitaine et on veut travailler de cette façon-là. Alors, il faut réfléchir comment est-ce qu'on va réussir non seulement à financer les nouveaux projets, mais aussi la question de l'exploitation qui est très, très importante ici à Montréal. Alors, c'est une réflexion qu'on s'engage à faire avec l'ensemble des partenaires de la CMM, mais également les autres villes du Québec. Merci, Madame la mairesse. La parole à Madame Rossi. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame la Présidente, nul besoin de rappeler ici l'importance du Château du Frêne pour Montréal, classé immeuble patrimonial depuis 1976. Il était prévu de mettre sur pied un plan d'intervention majeur pour la préservation d'actifs, l'incluant des travaux d'urgence, des évaluations de la qualité de l'air et des travaux de décontamination qui étaient prévus pour le début 2018. Pourtant, en octobre, Mme Gosselin nous a dit que des travaux de toiture, de maçonnerie et de fondation étaient prévus, mais seulement pour 2019. Ils devaient pourtant être faits en 2018 et à l'heure où on se parle, en incluant les travaux d'urgence, rien n'a été fait. Alors, est-ce qu'on peut avoir des explications? Où est-ce qu'on en est avec le Château du Frêne? Et est-ce que les appels d'offres sont lancés? Qu'est-ce qui se passe? Merci, Madame Rossi. Madame Gosselin, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, il n'est pas vrai que rien n'a été fait, Madame Rossi. Il y a des travaux de décontamination qui ont été faits, il y a une certaine restructuration qui a été faite, mais en effet, les travaux de base pour refaire la toiture, la maçonnerie et les fondations, ils vont se faire cette année en 2019, puis ensuite se poursuivront d'autres travaux intérieurs pour en faire rayonner là, cet équipement majeur mieux auprès des Montréalais, puis consolider son offre dans le quartier qu'il occupe. Alors, il y a eu un léger retard, mais tout est sur les rails et tout procède de façon ordonnée. Merci, Madame Gosselin. Madame Rossi. Est-ce que l'administration pourrait au moins nous dire quand les appels d'offres vont être lancés pour le Château du Frêne? Merci, Madame Rossi. Madame Gosselin, allez-y. Je ne suis pas en mesure de vous le dire présentement, mais j'irai aux informations, puis je vous fournirai la réponse si elle est disponible la prochaine fois. Parfait. Merci, Madame Gosselin.
La parole à M. Miele. Merci, Madame la Présidente. Alors, ma question s'adresse à la mairesse. La semaine dernière, la ministre responsable de la région de Montréal, soit la ministre Rouleau, Madame Rouleau plutôt, a parlé dans les médias quant à la réfection de l'autoroute métropolitaine. Elle a également mentionné que des travaux devraient être majeurs devraient être faits dans un futur rapproché. Ainsi, nous avons appris que le gouvernement du Québec a finalement décidé de reconstruire l'autoroute 40 à l'identique entre le boulevard André Bourassa et l'échangeur des Caries, donc pour les investissements. Est-ce que la mairesse peut nous dire si elle a été consultée par la ministre Rouleau avant que cette décision soit annoncée publiquement? Merci, M. Miele. Madame la mairesse. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un avenir assez rapproché, c'est plutôt la réfection. On parle beaucoup de solidifier la structure et de refaire l'asphalte, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça demeure assez mineur, bien que ça va avoir un impact majeur sur l'utilisation de la métropolitaine. Mais pour ce qui est des travaux de le reconstruire, ou du moins quand on va être rendu à repenser l'autoroute, ou en tout cas la métropolitaine, rien n'est encore décidé. C'est pas coulé dans le béton, comme on dirait. Merci. Monsieur Miele. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, par contre, des travaux qui ont été annoncés, c'est que c'est un maintien d'actifs qui va nous amener pour encore quelques décennies. Est-ce que on s'est fait dire par Québec que de repenser le boulevard métropolitain n'est pas dans ses plans? Est-ce que Montréal sent qu'on s'est fait mettre de côté quant à une idée de repenser le métropolitain? La semaine dernière, la mairesse a, dans un tweet, fait mention qu'on ne pouvait pas reconstruire à l'identique. Ensuite, on a demandé de collaborer. Alors, c'est quoi qu'on demande? Est-ce qu'on demande de reconstruire, de ne pas reconstruire à l'identique, ou on demande à ce que ça soit fait en réflexion pour quelques décennies? Merci, M. Miele. Madame la mairesse. Donc, disons que pour s'assurer dans un avenir rapproché que c'est solide, effectivement, il faut faire des travaux mineurs, mais qui vont, comme je disais, qui vont quand même avoir un impact. Je ne vais pas le minimiser. Mais pour ce qui est du moyen et long terme, ça ne peut pas être fait à l'identique. Et c'est le message que nous portons. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Il faut être créatif. Et des voix se sont déjà élevées pour dire, si on repense à refaire cette autoroute-là à l'identique, on manque de certaines opportunités, ne serait-ce que celui de réparer la perméabilité, si on veut, de l'autoroute 40, qui coupe complètement certains arrondissements en deux, ou en tout cas qui crée une fracture importante. Donc, à ce moment-ci, pour ce qui est des travaux à court terme, on va les laisser se faire, on comprend pourquoi ils doivent être faits, mais dans la réflexion globale, à ce moment-là, nous serons partie prenante et on va inviter l'ensemble des partenaires à réfléchir avec nous à ce à quoi on peut aspirer, tout en respectant le nombre de voitures, de camions qui empruntent la 40. Là, c'est quand même un axe majeur de transport. De là, l'importance de réfléchir, ça va être mon petit lien avec le Ryan Mount. Bien heureuse qu'on puisse réfléchir ensemble parce que cet axe-là, il est très congestionné. Alors, peu importe ce qu'on fait dessus, il faut y réfléchir. Merci. Merci. Alors, ceci met fin à la période de questions des membres du Conseil. Nous allons reprendre avec l'ordre du jour. Monsieur le leader de la majorité. Alors, Madame la Présidente, il est 4h moins 10 même. Est-ce qu'on a... Non, nos invités ne sont pas arrivés. Alors, je vais pas tout de suite appeler les déclarations. Je vais attendre plutôt... Je vais plutôt rattraper certains points qu'on avait mis de côté. Si le chef d'opposition est d'accord, je vois un acquiescement, ma collègue leader aussi, merveilleux. Alors, je ramènerai l'item, je déposerai je ramènerai 403. Pas d'intervention. Alors, je dépose la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la loi des cités et villes. Pas d'intervention. Non. En 7-11, Madame la mairesse, je dépose l'avis du sous-ministre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en date du 13 décembre 2018
et du rapport du ministère et du rapport du MAMH intitulé Rapport synthèse et suivi des recommandations formulées dans les rapports d'audit publiés en 2012 et 2014 concernant notamment le service de police de la Ville de Montréal. Madame la mairesse. Merci beaucoup. Alors, selon les règles, je vais vous lire la réponse, cette lettre que j'ai reçue. Alors, ça va comme suit, Madame la mairesse, bien sûr, Mesdames et Messieurs. La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation doit s'assurer de la bonne administration du système municipal dans l'intérêt des municipalités et des citoyens, et ce, en vertu des dispositions de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Dans ce contexte, la Direction générale des finances municipales a réalisé un mandat de vérification, un audit, concernant le processus suivi par le service de police de la Ville de Montréal pour l'attribution des contrats. Un rapport d'audit a été produit et publié en juillet 2012. Celui-ci visait à présenter principalement les constats effectués lors du mandat et à formuler des recommandations. Également, le 30 juillet 2012, une lettre informait la Ville qu'un suivi des recommandations formulées serait effectué. Le 1er mars 2017, une lettre signifiait à la Ville le début des travaux relatifs à ce suivi. À la suite de notre examen, un rapport a été soumis à la Direction générale, laquelle a transmis ses commentaires au ministère. Ceux-ci ont été intégrés dans ce rapport. Nos travaux nous amènent à conclure que 100% des recommandations formulées à la Ville ont donné lieu à des progrès satisfaisants. Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l'article 12 de la loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Je vous enjoins de déposer le présent rapport et de lire cette lettre à la prochaine séance ordinaire du Conseil et de la rendre publique immédiatement en la manière prescrite pour publication des avis publics de la Ville. Je vous indique qu'en vertu de l'article 14.1 de la loi précitée, le ministère publiera dans son site Internet un rapport synthèse reproduisant le résultat du suivi des recommandations des 8 organismes municipaux vérifiés entre 2012 et 2014. En terminant, je tiens à souligner l'excellente collaboration de la Ville lors de la réalisation de nos travaux, ainsi que l'effort déployé par la mise en place des mesures pour remédier aux lacunes constatées dans le rapport publié en 2012. Bien sûr, veuillez regretter, Madame la mairesse, l'expression de mes sentiments les meilleurs et c'est signé par le sous-ministre, M. Marc Croteau. Merci. Merci beaucoup, la mairesse. Donc, c'est rendu public. Monsieur Limoges, il n'y a pas d'intervention? Continue. Non. En 7-12, on préfère continuer à maintenir. Parfait. Alors, on va aller. On attend toujours. Nos invités sont en train d'arriver. Je vais leur laisser le temps de s'asseoir. Pendant ce temps-là, on va appeler un autre point que nous avions mis en suspens. Nous allons aller au chapitre 80. Ne bougez pas, je suis dans mes notes. 80-2001 avait été mis en suspens. Autoriser la prolongation pour une période de 12 mois sans dépenses additionnelles du contrat accordé à Beauval CMM pour le traitement de roc, béton et asphalte en provenance des écocentres. Il y avait eu une intervention là-dessus. On attendait le collègue Parenteau. Merci, M. Parenteau. Alors, en droit de réplique pour le 80-2001, il faut savoir que c'est un prolongement de contrat. Au niveau de... Le contrat avait déjà été donné. Il n'y avait aucune... par rapport à la question, s'il y avait un bris de contrat ou quel que soit, il n'y a pas de bris de contrat. C'est proposé sans garantie. Alors, on peut sortir de ce contrat-là au besoin. Et l'autre question pour ce qui était le contrat pour Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, on est en appel d'offres présentement. Merci beaucoup. Monsieur le leader. Adopté. Adopté, oui. C'est en droit de réplique. Il n'y avait pas d'intervention. Adopté. Monsieur le leader. On peut faire 25. Le prochain, effectivement, c'est le 80-2016. Qui est d'accorder les contrats de services professionnels d'huissier de justice aux fins de la signification des actes et d'exécution des jugements de la Cour municipale. Nous avions une intervention et nous attendions le retour de M. Doré, qui est depuis bel et bien revenu. M. Doré. Oui, tout à fait. Alors, on me faisait état du questionnement donc sur les firmes de huissiers. Alors, les réponses. Donc, je suis en droit de réplique, bien sûr.
Alors, on nous demandait pourquoi 24 mois plutôt que 18 et pourquoi ne pas poursuivre avec une prolongation plutôt que ce qui a été choisi. En fait, on retrouve ces réponses au sommaire décisionnel. On sait qu'en 2016, c'était et là je cite le sommaire décisionnel, de façon exceptionnelle, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile en 2016, la Direction des affaires judiciaires a préféré conclure des ententes de gré à gré. Et par la suite, si je poursuis, on voit que pour l'année qui a suivi, on a préféré aussi, considérant que le travail n'était pas terminé, continuer avec des gré à gré. Un peu plus loin dans le sommaire décisionnel, on nous mentionne que d'aller de l'avant avec des appels d'offres est une manière tout à fait, c'est celle qui est préconisée pour, donc en fait, c'est la meilleure chose, c'est d'aller en appel d'offres, c'est ce qu'on a fait. Alors, vous retrouvez donc les meilleures pratiques, c'est ce qui est écrit au sommaire décisionnel. Ensuite, pourquoi 24 plutôt que 18 mois? Ben, en fait, c'est un choix tout à fait que nous avons fait. Donc, c'est pour 2 ans. On a fait l'appel d'offres comme ça pour 24 mois et il était prévu qu'il y aurait 3 lots partagés de façon égale. C'est ce que nous avons fait. Alors, voilà les explications. Merci, M. Doré. Donc, le 80-20-16 est adopté. M. Rester, aussi bien ne pas s'arrêter en si bon chemin, le 80-20-22, qui est d'autoriser une dépense additionnelle maximale de 1 517 441 pour des travaux d'audit supplémentaires non prévus à la convention initiale dans le cadre du contrat accordé à Deloitte SEN-CRL. M. Doré. Oui, en droit de réplique là-dessus. Alors, effectivement, l'opposition, Monsieur le Président, qui nous demande pourquoi il n'y a pas d'avis formel. En fait, il n'y en a jamais eu de versé dans aucun GDD. Nous avons fait faire la vérification au greffe et à la direction générale, donc par Maître Milot, et on nous confirme que jamais dans le passé, les avis du comité de vérification ne sont produits par écrit et joints dans les sommaires décisionnels. Alors, on a épluché l'ensemble des GDD et ce n'est jamais joint. Alors, lorsqu'il y a avis, l'avis est favorable et nécessairement l'avis favorable permet d'aller au CE et par la suite d'aller au CM. C'est tellement vrai, Monsieur le Président, que ça m'étonne que M. de Souza demande ça, puisque c'était l'objet même de sa requête lors d'un comité de vérification. Alors, on peut lire dans les procès-verbaux du comité de vérification que M. de Souza demande que les avis soient produits de façon écrite. Il y a eu un débat à l'intérieur du comité de vérification et les conclusions du comité de vérification, majoritairement, y compris sa présidente, est de ne pas verser les avis écrits dans les sommaires GDD. Alors, je m'étonne de cette question. M. de Souza, pourtant, a fait valoir à plusieurs reprises sa grande expérience d'être un membre élu de la comité du comité de vérification. Alors, il sait ça. Et nous avons fait les vérifications au secrétariat du comité de vérification par M. Freddy Alzate-Posada et c'est ce qui nous est donné comme recherche et comme avis et comme compte-rendu du procès verbal. Alors, c'est ce que je mentionnais donc en réponse. Bien sûr, j'étais en droit de réplique, c'est la 2 fois que je l'ai dit. Merci. Merci beaucoup, M. Doré. Donc, le 80-20-22 est adopté. Monsieur le leader. Alors, Monsieur le Président, à l'heure exacte dite, nous allons appeler l'item 1501, qui est la déclaration pour la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, et je cède la parole à la mairesse Valérie Plante. Merci beaucoup. Madame la mairesse. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, j'aimerais saluer nos invités qui sont avec nous cet après-midi. Je tiens à vous les nommer. Madame Audrey Lecombe, qui est directrice des communications du Musée de l'Holocauste, Monsieur Carl Matthews et Madame Marie Lamenche, qui est du Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, et enfin, Monsieur Patrick Benaroche du CIJA. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour la lecture de cette déclaration qui revient à chaque année et qui est toujours aussi pertinente d'année en année. Donc, merci d'être avec nous. Hier, le 27 janvier, on soulignait la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Alors que la peur de l'autre et l'intolérance sont très présentes dans l'actualité, cette journée de commémoration est essentielle. Nous devons donner aux générations futures tous les outils nécessaires afin qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais.
Nous devons leur permettre, à leur tour, d'exercer leur devoir de mémoire. Et pour ça, ça prend des gens qui travaillent avec cette mémoire, qui la fait vivre, qui la préservent, qui la protègent, qui la restaurent, qui la rendent accessible, qui la partagent, qui lui donnent vie. Et nous avons justement des invités qui œuvrent à tous les jours sans relâche, le Musée de l'Holocauste de Montréal, le Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies de Concordia. Et merci à vous de contribuer à préserver la mémoire des victimes de l'Holocauste. Merci de permettre à leurs témoignages, à leurs souffrances et à leurs espoirs d'être entendus. Merci de contribuer ainsi à faire de Montréal une ville qui est solidaire, inclusive, sécuritaire et ouverte sur l'autre. Je tiens à vous remercier. Alors, en votre honneur, bien sûr, à la mémoire des victimes de l'Holocauste, et afin de faire en sorte que nous ne côtoyions plus jamais de telles horreurs, j'invite tous les membres du Conseil municipal à appuyer la déclaration suivante. Il est résolu que la Ville de Montréal souligne la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste qui avait lieu hier, le 27 janvier, et que la Ville de Montréal continue à sensibiliser la population contre l'extrémisme et l'intolérance, ainsi qu'à promouvoir l'ouverture envers l'autre, l'écoute, l'empathie et la solidarité, afin que plus jamais une tragédie comme l'Holocauste ne se produise. Alors, il est proposé par moi-même, la mairesse de Montréal, et appuyé par Mme Sue Montgomery, mairesse de Côte-des-Neiges, et M. Rotran, conseiller de Snowden. C'est bien ça? Conseiller de Snowden, qui souhaite appuyer cette déclaration, mais je pense que l'ensemble de mes collègues voudront en faire tout autant. Alors, elle est adoptée à l'unanimité et merci encore de votre présence. Merci. Merci, Mme la mairesse. On va attendre pour l'adopter. On va laisser le chef de l'opposition prendre une prise de parole. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la mairesse, d'apporter cette importante déclaration. Chers collègues, chers invités, chaque année, que ce soit aujourd'hui, le lendemain de la Journée internationale de commémoration, ou bien Yom HaShoah, qui est célébré habituellement au mois d'avril, il m'était toujours difficile à voir qu'est-ce que je peux rajouter. Qu'est-ce que je peux amener, hormis évidemment les déclarations, les préoccupations communes, la volonté commune de s'assurer qu'on ait ce devoir de mémoire, qu'on se rappelle des victimes, qu'on se rappelle du génocide posé, à quel point que l'Holocauste, la Shoah, représente un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Et jamais oublier comme quoi l'Holocauste, ce n'est pas seulement la solution finale de 1941 à 1945. L'Holocauste a débuté bien en amont de cela. Donc je partage complètement les propos de Madame la mairesse qui dit on ne doit pas seulement penser au génocide et à la tragédie que cela a posé et au mal que ça a posé et les conséquences de cela, mais comment en amont est-ce que quelque chose comme cela aurait pu être évité? Évidemment, on n'est pas on ne peut pas connaître tout ce qui peut être évité, mais on sait à quel point que, tel que promu par l'UNESCO, tel que promu par différents organismes, à quel point que l'éducation est importante. L'éducation pour justement encourager la connaissance d'autrui, la tolérance, pour démystifier ces enjeux-là. C'est pour ça que je suis très fier que notre Conseil a adopté à l'unanimité au mois de novembre justement une motion de notre part qui demandait au gouvernement de Québec d'instaurer, d'étudier la possibilité de créer un cours sur tous les génocides du XXe siècle, pour justement dire que c'est par ça que ça passe. Et lorsqu'on regarde au cours des dernières journées différents articles de journaux qui soulignent qu'un sondage qui a été mandaté par la Fondation Azrieli, à quel point qu'on a du chemin à faire. Il y a actuellement 50% de la population
canadienne qui ne peut citer le nom d'un camp de concentration, que ce soit Auschwitz, Birkenau, que ce soit Treblinka, que ce soit Dachau, que ce soit Bergen-Belsen, et j'en passe à part les centaines d'autres. Mais 50% de la population ne veut pas même prononcer Auschwitz. C'est préoccupant. 20% de la population canadienne ne sait pas qu'est-ce que c'est l'Holocauste. 20% de la population ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il y a plusieurs d'autres qui ne connaissent pas l'ampleur de qu'a été l'Holocauste. Alors, l'occasion d'aujourd'hui, c'est de réaffirmer cela haut et fort, de façon unanime, de se donner la capacité d'encourager tous les services à travers l'immigration, à travers d'autres mesures d'éducation qu'on peut instaurer à part et d'autre, pour que non seulement on se rappelle de l'Holocauste, mais qu'on se rappelle de tous les autres génocides, et de faire selon notre possible pour s'assurer que des événements de tels ne se reproduisent plus jamais, never again, plus jamais. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Perez. Donc, la déclaration est adoptée. Monsieur le leader. Monsieur le Président, en 1502, je vais appeler la déclaration pour le mois de l'histoire des Noirs et je vais céder la parole à ma collègue Magda Popiano. Madame Popiano. Merci. Chers collègues, joignez-vous à moi pour appuyer cette importante déclaration annuelle. Avant toute chose, le mois de l'histoire des Noirs à Montréal et le travail d'une équipe portée par un homme depuis des décennies. Je tiens donc d'abord à saluer le travail incroyable des organisateurs du mois de l'histoire des Noirs, Michael Farkas, qui œuvre au rayonnement des communautés noires et à l'implication des jeunes. Autour de lui, deux jeunes femmes dynamiques et innovantes, Carla Beauvais et Claire-Ange Saint-Éloi, et un conseil d'administration de tous âges, et avec une grande variété d'expériences et perspectives. Cette année, le mois de l'histoire des Noirs mettra en lumière 12 femmes noires, voix d'émancipation. Ces 12 femmes reflètent la diversité des communautés noires. Leur trajectoire professionnelle et personnelle sont des exemples de résilience et de lutte contre les discriminations auxquelles elles sont trop souvent confrontées. Et je pense à Jennifer Abel, la plongeuse la plus décorée de l'histoire canadienne, à Dorothée Alexandre, la présidente du Conseil des Montréalaises, ou encore Noémie Mercier, journaliste et documentariste, qu'on ne présente plus, et tant d'autres femmes engagées dans leur milieu communautaire. Vous pourrez rencontrer ces femmes d'exception le 1er février lors d'un événement à l'Hôtel de Ville où vous êtes toutes et tous invités. Donc ça va être notre lancement de l'histoire du mois de Noir. Et c'est pour cette raison, en réalité, qu'on n'a pas invité aujourd'hui des représentants. Par ailleurs, cette année, la table ronde du mois de l'histoire des Noirs s'associe avec nos universités pour mettre en valeur des activités de recherche. Enfin, j'appelle nos élus et les Montréalais et les Montréalaises à participer tout au long du mois de février à des activités culturelles, éducatives, de sensibilisation organisées par la communauté qui se tiendront d'ailleurs partout à Montréal. La programmation complète sera disponible très prochainement sur le site du mois de l'histoire des Noirs. Je souhaite à tous un bon mois de l'histoire des Noirs à Montréal et permettez-moi de vous lire la déclaration. Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé par Magda Popiano, vice-présidente du comité exécutif et responsable de l'habitation et de la diversité montréalaise, que la Ville de Montréal reconnaisse l'apport essentiel des communautés noires dans l'histoire de Montréal, que la Ville de Montréal encourage la population montréalaise à participer aux activités du mois de l'histoire des Noirs 2019 afin de souligner l'importance des communautés noires dans la vie montréalaise. Merci. Merci beaucoup. Conseiller Crowell, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Depuis 28 ans maintenant, le mois de l'histoire des Noirs célèbre la force de la diversité montréalaise.
Il représente un moment privilégié pour souligner la vitalité, le dynamisme et la résilience de nos concitoyens des communautés noires. Ce mois, il est très important pour notre ville. Il nous permet de reconnaître le rôle majeur que les communautés noires ont joué et qu'elles continuent de jouer pour faire de Montréal la ville qu'elle est aujourd'hui, une ville très souvent citée comme un modèle d'inclusion. Car les communautés noires sont profondément enracinées à Montréal et leur participation au développement et au progrès de notre collectivité demeure essentielle. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est l'occasion de rappeler l'histoire. En 2019, on commémore les 50 ans de l'affaire Sir George Williams de 1969. Plus de 200 étudiants occupent pacifiquement un étage de l'université Sir George Williams à Montréal, aujourd'hui Université Concordia, pour contester la décision de l'administration universitaire dans le traitement d'une plainte pour racisme déposée plusieurs mois auparavant par 6 étudiants antillais. Pour déloger les manifestants, la police intervient de manière musclée et les événements dégénèrent, conduisant à l'arrestation de 97 personnes. Ces émeutes ont constitué un premier pas vers l'adoption en 1971 d'une politique canadienne sur le multiculturalisme. Bien que nous soyons plus dans les années 60, des défis demeurent, ici à Montréal comme ailleurs. Les Nations unies ont d'ailleurs décrété la décennie 2015-2024 décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, afin de souligner la nécessité de mieux défendre les droits de ces personnes et de promouvoir une plus grande reconnaissance de leurs contributions. En cette reconnaissance, elle est au centre des célébrations du mois de l'histoire des Noirs, qui est un moment privilégié pour saluer ceux et celles qui font une différence dans notre communauté. C'est d'ailleurs le but visé avec la thématique de cette 28e édition, Voix d'émancipation, qui veut souligner le rôle des femmes noires qui n'ont pas eu peur et qui n'ont pas peur de faire entendre leur voix. Le grand message du mois de l'histoire des Noirs, c'est que le vivre ensemble à Montréal est façonné par l'apport de différentes cultures des communautés noires. Mais le rôle des Noirs n'a pas toujours été perçu comme un élément crucial de l'histoire du Canada, du Québec et de Montréal. Encore aujourd'hui, nous en parlons trop peu dans nos livres d'histoire. Or, l'enseignement, nous en sommes persuadés, est le premier pas vers une société plus tolérante. Des contributions remarquables au patrimoine canadien, québécois et montréalais. Il y en a parmi elles, on peut nommer Oscar Peterson et Oliver Jones, musiciens montréalais de jazz prodiges des années 20. On se souvient aussi de Viola Desmond, qui dans les années 40 refusa de quitter une zone réservée aux Blancs et devient ainsi la pionnière des droits civiques au Canada. La voilà aujourd'hui sur le nouveau billet de 10 $. Aujourd'hui, la table ronde du mois de l'histoire des Noirs a retenu 12 lauréates montréalaises dans le cadre de son concours. Ces 12 femmes se sont illustrées dans différents domaines pour faire de Montréal ce qu'elle est aujourd'hui, une ville inclusive. Plus que jamais, ces communautés font leur marque dans tous les secteurs d'activité, que ce soit au plan politique, économique, social ou culturel. Et l'apport de ces citoyens engagés est essentiel à notre avenir. Des individus ont marqué et continuent de marquer l'histoire. On se doit également de rappeler le rôle de tous les groupes communautaires qui ont à cœur de faire de la société montréalaise une société plus égalitaire et inclusive. Nous tenons à saluer et à féliciter les organisateurs de cette 28e édition du mois de l'histoire des Noirs, les membres de la table ronde, ainsi que les 2 porte-parole de l'événement, Mme Pat Dillon-Moore et Mme Marianne Ndiaye. Merci. Merci, M. Corville. Mme Bourgeois. Alors, merci, Monsieur le Président, et vous me permettrez, en cette première intervention au Conseil municipal, de remercier infiniment les électeurs de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, qui m'ont accordé leur confiance. Merci.
Et d'ailleurs, je suis extrêmement honorée que cette première intervention de ma part au conseil municipal porte sur le mois de l'histoire des Noirs. Parce qu'il est important, en fait, bien sûr, ce mois, l'occasion de célébrer différents acteurs des communautés noires qui s'engagent chaque jour à améliorer notre société et qui sont profondément enracinés dans notre métropole. Et cela nous permet, bien sûr, de reconnaître leur rôle essentiel à faire de la Ville de Montréal un modèle d'inclusion. Cette année, ce sont 12 femmes qui s'illustrent, des femmes qui nous rappellent l'importance de leurs expériences personnelles et professionnelles pour contrer les discriminations et souligner ce qui nous assemble. Et en fait, de mon côté, je vais aussi me permettre de souligner la contribution exceptionnelle de la communauté noire à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Ce qui est particulièrement intéressant est le fait que ce sont aussi les jeunes qui sont impliqués pour assurer la préservation de leur histoire et de leur culture. Il suffit de fréquenter en fait l'école secondaire Jean Groux, qui est l'école secondaire publique de Rivière-des-Prairies et qui, on apprenait l'an dernier dans le journal informateur, qui est l'institution scolaire secondaire avec la plus grande proportion d'étudiants noirs de tout le Canada. Donc, ça vous donne une idée lorsqu'il y a des festivités. Oui, d'ailleurs, j'entends M. Rapana, d'ailleurs, oui, je souligne bien sûr le conseiller Giovanni Rapana et d'ailleurs le conseiller Richard Gay aussi, cette école qui se situe dans son district. Donc, en fait, avec cette proportion, on réalise que ces jeunes sont fiers de leurs racines. Il y a des festivités absolument incroyables qui sont organisées année après année durant le mois de l'histoire des Noirs pour justement permettre à ce quartier et vraiment aux jeunes de pouvoir s'approprier toute leur histoire. Et ça, c'est grâce au milieu communautaire, à des organismes absolument formidables qui portent le flambeau vraiment pour assurer cette préservation, de transmission de cette richesse de connaissances et d'histoire. Et en terminant, en fait, il est important de souligner à quel point Montréal est une ville ouverte et inclusive, une ville qui est riche de cette diversité et une ville qui est accueillante. Et pour ma part, à titre de nouvelle mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, j'entends poursuivre l'amélioration des services en assurant la prise en compte des besoins, des intérêts et des aspirations des personnes des minorités visibles et en permettant à chacun de prendre une part active aux affaires de la cité. Et comme ma collègue Mme Popianou l'a mentionné plus tôt, j'invite bien sûr les Montréalaises et les Montréalais à participer à toutes les activités qui auront lieu dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur Niali. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'interviendrai dans le cadre de cette déclaration pour joindre ma voix à celle de ceux qui sont intervenus, mais aussi de rappeler que c'est l'occasion, lors de ce mois, rendre hommage au patrimoine et surtout aux personnes de race noire, qu'il y a aussi énormément de défis que cette communauté vit. Nous étions quelques élus montréalais à participer à un sommet socio-économique cette fin de semaine qui mettait à la lumière les enjeux dont la communauté noire fait face, avec les nouvelles vagues d'immigration aussi qui sont souvent majoritairement de la communauté noire. Mais quelques faits saillants nous rappellent que malheureusement, si le taux de chômage à Montréal, entre autres, et au Canada en général, baisse, bien, il demeure stagnant pour la communauté noire, toujours de l'ordre de 13 %. Un autre fait qui frappe l'imaginaire, c'est que le revenu médian pour une personne noire est 29 % plus bas que pour une personne non noire. Ce sont des 29 % plus bas. Et fait encore plus alarmant, c'est que cette tendance ne change pas, même si on parle d'universitaires, et donc de personnes, de femmes et d'hommes diplômés de race noire, vivent et maintiennent ce taux alarmant. Donc de 29 % de revenus médians moindre que celui d'une personne non noire, et aussi quant au taux de chômage de l'ordre de 13 % Et donc, prenons l'occasion de sensibiliser aussi, de faire reconnaître que c'est un devoir de tous et chacun. Il y avait comme un cri du cœur qui était lancé
par cet organisme cette fin de semaine lorsque nous étions présents. Je sais que la mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, était présente, mon collègue Salem, mon collègue Corville, et on a entendu loud and clearly that they would like to have a better cooperation on behalf of the City of Montreal as well. Et cette main tendue, j'espère que la Ville pourra la donner à l'équipe d'Édouard Stacco et tous les autres. Mais donc, je tenais à soulever, non pas pour rendre négatif, au contraire, mais de dire que nous avons aussi des défis et c'est une chose que nous aurons à travailler tous ensemble pour rendre une société plus juste et égalitaire. Merci. Merci beaucoup, M. Mignoli. La déclaration est adoptée à l'unanimité. Oui. Parfait. Monsieur le leader, on continue. Oui, Monsieur le Président, avec plaisir. Nous sommes rendus aux items 2026 à 2030 que je vais réunir du Conseil municipal pour ceux qui auraient besoin de se faire rafraîchir la mémoire. Il y a eu beaucoup de va-et-vient dans l'ordre du jour. Alors, en 2026, on accorde un contrat à Duroking Construction 92002888 Québec Inc. pour des travaux d'égouts, de conduite d'eau et de voirie. En 2027, on accorde un contrat à Pomerleau pour la réalisation des travaux de peinture et travaux divers au pont de la Concorde. En 2028, on accorde un contrat à Groupe Unigesco pour des travaux de mise aux normes de l'Aréna Mont-Royal. En 2029, on autorise une dépense additionnelle de 570 000 $ pour le projet de réfection du chalet du Parc La Fontaine. En 2030, on accorde un contrat d'exécution d'œuvres d'art à Patrick Bernatchez, artiste professionnel faisant affaire sous le nom de Studio Patrick Bernatchez, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art 2953 sur la place centrale du site Outremont. Merci beaucoup. Madame Boivin-Roy. Merci, Monsieur le Président. Alors, les rapports de la Commission permanente d'examen des contrats sur les dossiers 2026 à 2028. Alors, je vais commencer par le premier, 2026, Duroking Construction. Donc, il s'agit d'un contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 millions, présentant un écart de plus de 20 entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Alors, il s'agit ici de travaux d'égouts, de conduite d'eau et de voirie dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Les membres de la Commission ont bien compris que des montants ont été prévus dans l'estimation interne pour des travaux d'excavation de roc, dans la mesure où la nouvelle conduite sera installée un peu plus profondément que la conduite actuelle pour des raisons de performance hydraulique. À l'évidence, l'adjudicataire a pris le pari que les besoins en excavation ne seraient pas très importants lorsqu'il a préparé sa soumission. Les membres ont reçu des réponses satisfaisantes à leurs questions. Les membres ont noté que l'adjudicataire a été très agressif dans l'établissement de ses prix, ce qui témoigne sans doute d'une volonté d'obtenir des contrats dès le début de l'année pour remplir son carnet de commandes. Alors, les membres ont constaté la conformité de ce dossier à l'unanimité. 20.27, Pomerleau Inc. Alors, il s'agit d'un contrat de plus de 10 millions, contrat d'exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 millions, présentant un écart de prix de plus de 20 entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme. Il s'agit de travaux de peinture et travaux divers au pont de la Concorde, situé dans l'axe de l'avenue Pierre-Dupuis, au-dessus du fleuve Saint-Laurent, donc un héritage d'Expo 67. Les membres ont été étonnés de constater que les travaux divers qui seront réalisés sur le pont de la Concorde pourraient prolonger sa vie utile de quelques 75 ans. Le service nous a expliqué que le tablier du pont, construit en acier, offrait un potentiel de longévité exceptionnel et que les fissures constatées pouvaient être réglées en utilisant la soudure. Les représentants du service nous ont aussi expliqué que le pont, qui date de cette époque, est une construction de grande qualité, en plus d'avoir une indéniable valeur patrimoniale. D'ailleurs, un des 5 ponts de cette envergure en Amérique du Nord. Pour nous, le pont de la Concorde est un exemple de bon investissement dans les infrastructures. Sa construction a sans doute coûté très cher pour l'époque, mais avec un entretien de qualité, cette structure innovatrice pourra tenir encore le coup bien longtemps. Donc, les membres ont constaté
la conformité de ce dossier à l'unanimité. Et enfin, le dossier 2028, groupe Unigesco Inc., c'est un contrat de plus de 10 millions, donc des travaux de mise aux normes de l'Aréna Mont-Royal dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Les membres ont constaté la conformité de ce dossier à l'unanimité. Ils ont quand même posé plusieurs questions sur la certification LEED Argent dans les dossiers de mise aux normes des arénas. Le service a expliqué que cette certification était appropriée dans ces dossiers puisque la mise aux normes des arénas est généralement une intervention localisée qui nécessite des investissements relativement modestes. La norme LEED-R pourrait être ciblée dans le cas d'investissements plus importants. Par ailleurs, le service a souligné que le Conseil du bâtiment durable du Canada certifiait les projets de mise aux normes des arénas. Enfin, les membres ont aussi échangé avec les représentants du service sur les possibles économies d'énergie résultant de la mise aux normes des arénas. Ces derniers nous ont expliqué que le résultat de la mise aux normes des arénas ne se traduisait pas toujours par des économies d'énergie, mais faisait en sorte d'offrir un meilleur confort aux usagers, tout en prolongeant de façon significative la durée de vie de ces équipements. Il convient de souligner une nouvelle fois la justesse des estimations du service dans les chantiers de mise aux normes des arénas. L'expérience acquise au fil des réalisations permet d'en arriver à une grande constance dans les estimations. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy. Mme Rossi. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'interviens sur le 2030, bien entendu, en lançant le concours pour l'instauration d'une œuvre d'art majeure sur le site Outremont de l'Université de Montréal, dont les premiers pavillons ouvriront en septembre de cette année. Le Conseil de ville était conscient de la qualité des soumissions que nous recevrions. Nous voudrions féliciter les finalistes pour l'excellence des projets soumis. Nous avons à Montréal et au Québec des artistes d'envergure, de grand talent et de grande envergure. Le gagnant, Patrick Bernatchez, s'est distingué par une œuvre s'intégrant parfaitement à l'emplacement. Majestueuse, esthétique, voire interactive, l'œuvre attisant la curiosité que nous prépare l'artiste Bernatchez sera certainement aussi emblématique du campus d'Outremont que le Calder l'est pour le parc Jean-Drapeau. Artiste multidisciplinaire, il s'est illustré par des ensembles d'œuvres ayant fait l'objet de grandes expositions. Exposé à Montréal, à Toronto, à Luxembourg, à Bruxelles, Bernatchez s'est aussi illustré à Tokyo, La Haye, Paris, et j'en passe. L'œuvre intitulée 2953 rappellera le passé ferroviaire du lieu sur le thème de la conquête des nouveaux territoires. Bernatchez mise sur la Lune comme territoire à conquérir, notamment avec un côté de l'œuvre pouvant être escaladé en rappelant la face cachée de la Lune, parce que c'est de conquête qu'il s'agit. Le passage à l'université est la préparation à la conquête du monde pour les étudiants, un endroit de dépassement, un endroit d'effort et un endroit de connaissance. Nous sommes donc très heureux du choix de cette œuvre et nous félicitons M. Patrick Bernatchez. Nous sommes impatients de voir trôner son travail au centre des regards. Merci beaucoup. M. Tomlinson. Merci, Monsieur le Président. Mme Rossi, merci. On va plutôt parler du cousin, M. Bernatchez. Donc, juste pour votre gouverne, donc aussi sur le point 20.30. Très heureux que le Nouvel Outremont se dote, va vivre avec cette nouvelle œuvre d'art que nous allons avoir. Écoutez, 2019 étant les 50 ans des premiers pas sur la Lune, c'est tout à fait intéressant que nous inaugurons cette œuvre d'art-là qui aura 2 faces, 21 pieds de haut, quelque chose d'extrêmement intéressant, une œuvre interactive. Une des 2 faces représentant la Lune, la deuxième étant un mur d'escalade, donc fort probablement géré par les gens du CEPSUM de l'Université de Montréal. Et donc, on est très heureux de voir arriver cette œuvre-là. Évidemment, on a entendu quelques voix s'élever pour dire, interactive, culture et sport, comment ça va marcher, c'est quoi le lien? Eh bien, c'est un lien très intéressant. Je pense que ça me fait penser à la carrière internationale d'une grimpeuse d'escalade, la québécoise Mme Babette Roy, qui est originaire d'Outremont aussi,
Et peut-être que ce genre d'installation-là va en inciter d'autres à suivre ses pas dans ce genre de carrière-là. C'est aussi une très bonne bonification, je vous dirais, de l'offre culturelle à Outremont, qui en regorge déjà beaucoup, mais on ne peut jamais en avoir assez. J'invite tous les Montréalais, amateurs de culture, de venir à Outremont et faire le tour de nos multiples œuvres d'art, mais particulièrement celle-ci, je crois qu'elle va être très majestueuse. Donc, bienvenue à tous. Merci beaucoup, M. Tomlinson. Madame Gosselin. Oui, merci, M. le Président. Alors, oui, je suis vraiment contente que mes collègues s'intéressent à l'art public. Je voulais parler des 3 dossiers que nous avons votés aujourd'hui, celui au point 20.011 et celui au point 20.012 aussi, et celui-ci pour le Campus 1000, parce que Mme Rossi, dans sa première intervention, a parlé d'une fracture entre la population et les œuvres d'art. Elle se désolait des commentaires qu'elle avait vus sur les réseaux sociaux, des commentaires désobligeants sur les œuvres d'art. Alors, premièrement, je vais dire à Mme Rossi, pas trop s'inquiéter de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Première règle, ça vaut pour tout. Puis aussi, bien sûr, les gens réagissent à des dessins, à des maquettes. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis pas mal confiante qu'il va y avoir une adhésion de la population envers ces œuvres parce que nous travaillons vraiment fort à ce qu'elles aient un sens dans le site où elles se trouvent. Et c'est le cas pour les 3 œuvres qui viennent, bien sûr, couronner des projets d'aménagement qui ont été menés avec brio par la Ville. Alors que ce soit dans le cas de Prince-Arthur-Est, qui est une œuvre d'art à échelle de son emplacement, qui nous parle de transition, qui évoque toute la tradition d'art monumental à travers les siècles, mais qui le fait aussi en utilisant des techniques vraiment créatives, numériques, d'actualité, que ce soit l'œuvre de Mme Nadia Amir, qui sera sur l'allée Bonaventure, au centre, qui est vraiment une grande œuvre, qui, elle, sera faite en cuivre, et qui... Madame Gosselin, je me demande si on peut rester sur le point 20-30, s'il vous plaît. Oui, oui. Bon, OK, je reste sur le point 20-30. Si on est sur le point 20-30. Puis pour le point 20-30, ben aussi, mon collègue Tomlinson en a parlé, par rapport à son adéquation sur le site. Alors, c'est ça que je voulais dire, c'est que dans nos jurys que nous choisissons, nous incluons une personne qui a travaillé sur le projet d'aménagement, une personne de la Ville, pour s'assurer qu'il y a cette cohérence et que les œuvres ne soient pas simplement des œuvres déposées de façon arbitraire sur leur site, comme il y a beaucoup été le cas précédemment, puis c'est ce qui cause ces questionnements de la population. Alors, je suis pas mal confiante que ceux-ci seront bien interprétés, chacun dans leur site, parce qu'ils ont un grand sens, une grande cohérence, ils sont réfléchis pour venir couronner leur lieu d'installation. Merci beaucoup. Les points sont adoptés. Monsieur le leader. Monsieur le Président, au chapitre 20, il nous reste un seul point, qui est le 2031, et qui est d'approuver un projet d'entente Subordination and Standstill Agreement à intervenir entre 93 07 69 25 Québec Inc., Peter Skierka, les habitations d'Off-Court, Computer Share Trust Company of Canada et la Ville de Montréal pour autoriser une cession de rang hypothécaire en faveur du nouveau prêteur à l'échéance du prêt hypothécaire de premier rang. Il n'y a pas d'intervention demandée, donc le point est adopté. On poursuit. Merveilleux, Monsieur le Président. Au chapitre 30, je vais réunir les items 30.01 à 30.05. En 30.01, on offre aux arrondissements concernés les services professionnels du service des Grands Parcs du Mont-Royal des Sports pour gérer et réaliser les travaux visant la mise aux normes des clôtures ceinturant les installations acoustiques extérieures. En 30.02, on accepte l'offre de service de l'arrondissement du plateau Mont-Royal de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux de construction de ces trottoirs, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal. En 30.03, on accepte l'offre de service de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux de réaménagement à l'intersection des avenues Summerled et Draper. En 30.04, on approuve la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les établissements commerciaux de la Société de développement commercial du quartier latin entre 3h et 6h lors de la nuit blanche du 3 mars.
Et en 3005, on déclare le Conseil de ville compétent pour une période de 2 ans quant à l'adoption de règles relatives au respect de la personne et à l'application de celles-ci en ce qui concerne les mécanismes d'aide et le processus de traitement des demandes d'intervention, de signalement et des plaintes prévues à la politique du respect de la personne en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal. Merci. Madame Lavigne-Lalonde. Merci, Monsieur le Président. Je suis contente aujourd'hui qu'on vous présente en fait le point 3005 sur une modification au Code d'éthique et à la politique du respect de la personne parce que c'était un dossier qui était vraiment très cher à notre administration et je crois qu'il était très cher à l'ensemble des collègues du Conseil municipal. On se rappellera, en 2016, à l'Assemblée nationale, on entendait des allégations d'agression, de harcèlement. Ça avait vraiment choqué l'ensemble des élus, peu importe les paliers de gouvernement. Puis on avait alors questionné l'administration en place en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la Ville de Montréal, pour répondre à ces situations-là, parce qu'on le sait, dans les documents qui existaient alors, le Code d'éthique, la politique du respect de la personne, il n'y avait rien qui encadrait la relation entre les élus, le personnel de cabinet et les employés municipaux. Donc, on avait questionné alors l'administration à ce sujet-là. Puis, dès qu'on est arrivé après l'élection en 2017, on a commencé à travailler là-dessus. On a travaillé sur le Code d'éthique. On a commencé à regarder la politique du respect de la personne parce qu'on trouvait que c'est un document qui était vraiment complet, qui était vraiment bien fait, qui permettait aux employés municipaux de savoir à qui s'adresser et quel processus suivre quand ils vivaient une situation difficile de harcèlement ou autre. Et donc, on a commencé à travailler sur cette question-là. Et pendant qu'on travaillait là-dessus, il y a eu un moment où l'opposition a déposé une motion qui allait aussi dans ce sens-là. Donc, on était très contents d'accueillir favorablement la motion de l'opposition puisqu'on avançait là-dessus. Et on a acquiescé aussi à la demande en allant présenter donc les travaux qui ont été faits par la Division du respect de la personne et aussi les travaux sur le Code d'éthique à la commission de la présidence qui a mené en fait au dossier qu'on vous présente aujourd'hui. Et vraiment, ce qu'on présente, on est content parce que ça vient vraiment répondre à, je dirais, une faille ou une absence qu'il y avait dans nos règlements. Donc maintenant, on reconnaît par le terme communauté montréalaise le fait qu'il existe au quotidien, dans notre travail, des relations entre les élus, entre les employés municipaux et aussi entre le personnel de cabinet. Donc, on vient vraiment encadrer ça pour s'assurer que tout le monde puisse avoir des recours s'il y a des situations fâcheuses qui se passent. On ne le souhaite absolument pas, mais au moins on s'assure que peu importe les situations, peu importe le rôle qu'on a à la Ville de Montréal, on peut avoir des ressources qui nous appuient, qui nous défendent, qui nous aident à faire valoir nos droits. Donc, on est vraiment fiers de ce dossier-là et on espère que ce sera adopté à l'unanimité. Merci. Merci beaucoup, Mme Lalonde. M. Boivin-Roy. Madame Boivin-Roy, je m'excuse. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vais me permettre de renchérir sur les propos de ma collègue Lavigne-Lalonde, qui a bien expliqué la prémisse de ce dossier, comment on en est venu au dénouement d'aujourd'hui. Elle nous a également parlé de la première des 3 modifications, qui est la plus importante des 3 modifications qui sont devant nous aujourd'hui, mais également je vais me permettre de noter les 2 autres modifications, soit le fait que l'équipe corporative de la division du respect de la personne va se charger de l'application de la politique, des mécanismes d'aide et du processus de traitement des demandes d'intervention, des plaintes et des signalements. Alors donc, on centralise la situation au niveau du traitement et on sait que là, présentement, la politique prévoyait que ça passe par les différentes unités administratives et également les arrondissements. Donc, ça va finalement... ce qu'on vient faire dans la politique, c'est qu'on uniformise le processus et également, c'est déjà ce qui se faisait dans la pratique. Alors, on vient le confirmer avec les modifications d'aujourd'hui. Et de la même manière, je pense que c'est une façon adéquate de procéder puisque ça permet une distance nécessaire à une application objective de la politique. Donc, la 2e modification est une très bonne nouvelle. Pour ce qui est de la 3e modification, donc, également la collaboration entre le contrôleur général et la division du respect de la personne lorsqu'il y a une enquête. Là aussi, c'est une modification qui vient confirmer la pratique actuelle. Donc, je pense que ultimement, ce qu'on va être en mesure de voir, c'est un traitement uniforme
et également objectif des demandes d'intervention, des signalements et des plaintes en matière d'incivilité et d'harcèlement. Donc, bien sûr, l'opposition officielle est bien contente de voir l'aboutissement de la motion qui avait été déposée en 2018. Donc, évidemment, les amendements viennent toucher une situation qui répond à des situations qu'on peut constater, tristes réalités qu'on peut constater non seulement à la Ville de Montréal, mais également dans le milieu plus restreint du monde municipal. Donc, l'élargissement de la politique du respect de la personne à toute la communauté municipale, je pense, affirme la position de la Ville de Montréal face aux incivilités et aux inconduites sexuelles. Bref, c'est ici tolérance zéro. Alors, nous sommes bien contents de voir ça aujourd'hui. Également, la délégation de pouvoir au Conseil de la Ville nous semble adéquate pour rendre le processus de plainte plus efficace et plus efficient également. Donc, le Conseil municipal se voit élargir ses pouvoirs comme moyen d'assurer la pérennité de la politique. Évidemment, nous comptons bien et nous sommes convaincus que l'administration saura utiliser ses pouvoirs à bon escient. La Ville de Montréal est un exemple pour tous les Montréalais, mais également pour le reste de la province et du Canada. Alors, nous donnons notre approbation à l'adoption de ce dossier avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Donc, les points sont adoptés. Monsieur le leader, on poursuit. Monsieur le Président, nous allons réunir les deux items qui restent du chapitre 30, c'est-à-dire 3006 et 3007. Et en 3006, on autorise des virements budgétaires totalisant 468 024 pour l'année 2019 en provenance des arrondissements de Montréal-Nord, Antiquartier-Ville et Verdun vers la division des opérations 3.1 et la direction de l'expérience citoyenne et du 3.1 au sein du service de l'expérience citoyenne et des communications, et ce à compter du 2 février. Et en 3007, on autorise le transfert de 4 997 300 $ montant inutilisé des surplus accumulés affectés du corporatif vers les surplus de gestion de l'arrondissement de Saint-Laurent. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'intervention, donc les deux points sont adoptés. On continue. Parfait. Alors, au chapitre 41, Monsieur le Président, je vais donner une série d'avis de motion. Alors, en 4101, je vais donner un avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 20 millions pour le financement des travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du métro. En 4102, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant l'occupation à des fins d'hébergement de personnes ayant besoin d'aide et d'assistance du bâtiment situé sur le lot 3 746 517 du cadastre du Québec. En 4103, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 33 339 000 pour le financement de l'acquisition immobilière stratégique. En 4104, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 afin de financer l'achat et l'installation d'équipements en lien avec l'implantation d'un système centralisé de préemption pour autobus et véhicules d'urgence. En 4105, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 18 millions de dollars afin de financer les acquisitions d'immeubles et les travaux visant le réaménagement des berges prévus au plan de l'eau. En 4106, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 34 millions de dollars pour le financement de travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières. En 4107, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 12 050 000 dollars afin de financer les services professionnels relatifs à la conception des plans de vie, ainsi que les travaux du projet de réaménagement de la rue Bleury. En 4108, je donne avis de motion et dépôt de règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ afin de financer les services professionnels relatifs à la conception des plans de vie ainsi que les travaux du projet de réaménagement de la rue Clark. En 4109, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 36 700 000 $ pour financer les travaux prévus au programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux. En 4110, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 75 millions de dollars pour le financement de travaux d'aménagement des rues sur le réseau local de la Ville de Montréal. En 4111, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement sur la politique de respect de la personne et avis de motion, dépôt et présentation d'un règlement modifiant le code d'éthique et conduite des membres du Conseil de Ville et des conseils d'arrondissement. Et en 4112, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 57 millions de dollars afin de financer des travaux prévus au programme de réfection et verdissement des parcs locaux. Au chapitre 42, Monsieur le Président. Oui, prenez une bonne gorgée d'eau. Merci, Madame la Présidente. Oui, ça m'a permis de réaliser que l'interlocuteur avait changé.
entre cette liste très, très exhaustive d'animation. Oui. Alors, au chapitre 42, Madame la Présidente, je vais réunir les 3 items de 4201 à 4203. En 4201, nous adoptons un règlement autorisant un emprunt de 11 millions afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux de circulation et de la gestion de circulation. En 4202, nous adoptons un règlement modifiant le règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités sur le droit d'initiative. Et en 4203, nous adoptons un règlement autorisant un emprunt de 27 millions pour le financement de travaux prévus au programme de maintien des actifs d'espace pour la vie. Merci, M. le leader. Alors, M. Rotran, à vous la parole. Thank you, Madam President. I'd like to speak on 4202. Collègues, souvent on pense que toutes les réformes démocratiques qui ont vraiment changé cette enseigne étaient faites dans le temps de Jean Doré. Effectivement, Jean Doré a ouvert les portes du conseil municipal. C'est lui qui a fait une période de questions des citoyennes qui n'a pas existé avant 1987. Et aussi, c'est lui qui a incité le conseil de créer des commissions de conseil comme des outils de consultation publique et comme contrepoids au pouvoir énorme du comité exécutif. C'était vraiment un pas de l'avance. Et souvent, on pense qu'il est le seul maire qui a vraiment pris des gestes démocratiques. Mais ce n'est pas vrai. Il y a un autre qui parfois n'a pas le crédit qu'il mérite de l'avoir, et ça, c'est Gérald Tremblay. Gérald Tremblay, comme maire, a convoqué le grand sommet de Montréal en 2002. Et de cette rencontre qui a rassemblé des milliers de personnes de la société civile est devenue 2 grandes réformes. La première est la Charte montréalaise des droits et responsabilités, et de ça découle le droit d'initiative. Effectivement, ce qui est arrivé, j'avais l'honneur d'être le conseiller associé pour démocratie qui a travaillé avec des gens comme Dimitri Rousopoulos et Warren Allman et les autres pour effectivement écrire cette charte et créer le droit d'initiative. C'était reconduit à 2 reprises par le conseil municipal et c'est un pouvoir intéressant qui donne les citoyens la possibilité de forcer leur administration de leur consulter sur les sujets importants. Malheureusement, avec les règles en place, c'est difficile de récolter dans le temps requis, qui est limité, les nombres de signatures nécessaires pour effectivement mettre les grands sujets d'intérêt public devant l'administration et le conseil municipal. C'est arrivé 2 fois seulement depuis la création de ce pouvoir. Une fois, 26 000 Montréalaises ont signé des pétitions pour convoquer des séances sur l'agriculture urbaine. Et la deuxième fois, c'est en 2018. Je constate le leadership de Ballarama Wholeness, une personne de la communauté noire à Montréal qui a travaillé avec beaucoup de bénévoles pour soutenir qu'il y a des problèmes de racisme systémique et qui a demandé une consultation pour adresser ça. Il a récolté 18-20 000 noms et effectivement une consultation de l'Office de consultation publique a été déclenchée. Je crois que cette consultation va faire des réels changements et des réelles différences dans la façon dans laquelle la Ville de Montréal fonctionne. Je dis tout ça comme préambule de ce qui est devant nous autres. Il va finalement avoir une façon beaucoup plus moderne et facile pour les citoyennes d'adresser leurs élus. Maintenant, on va avoir la possibilité d'inscrire, pas seulement en public, une signature à la fois, mais en ligne pour effectivement démontrer qu'il y a un consensus populaire pour que la Ville doit déclencher des consultations sur des grands sujets. The actual bylaw still puts a lot of power in the hands of the Executive Committee to decide what sort of consultations there will be. It's not guaranteed that if citizens demand a consultation, that they'll get one in front of the Office Consultation Publique de Montréal. It's quite possible the administration might decide to give the mandate to a commission of council. Now, this isn't a decision of the City Council, my friends. It's a decision of the Executive Committee. Because, as I mentioned before, our charter and our bylaws basically have evacuated the power of this council and empowered the Executive Committee.
which can act almost with impunity and with very little oversight from this council. But at least we have the droit d'initiative. They cannot ignore the signatures of the citizens. And I would hope that in most cases, the Office Consultation Publique de Montréal will be the instance that hears what the public wants to say. Je pense qu'effectivement, il y a consensus ici comme une façon numérique de s'inscrire est important. 2 consultations en plus qu'une destinée et demie, c'est démontre que le système actuel, malgré les bonnes intentions, est trop difficile. C'est un obstacle, effectivement, pour les citoyens. Et parfois, et les 2 consultations au niveau central, le pouvoir existe dans les arrondissements, mais on n'a jamais eu un cas d'une consultation d'un arrondissement qui est allé au CPM. Bon, je félicite toutes celles qui ont travaillé sur le dossier. Je sais que la commission de la présidence était dans le dossier aussi. It's about time, and I hope Montrealers will embrace this reform. It can change the way we operate here. Merci. Merci, M. Rotron. La parole à M. de Souza. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, mon intervention, c'est sur 42.01, qui était le règlement pour financer l'achat et l'installation d'équipements pour les feux de circulation. Donc, Madame la Présidente, il y a encore très peu de mesures de sécurisation des traverses pour les piétons, tels que les feux protégés ou des feux piétons avec des comptes numériques. Et c'est ça qui nous a inspiré notre motion qu'on avait déposée sur les feux tout rouges. Plus que 55% des accidents se réalisent impliquant un piéton, se réalisent à des intersections. Et certaines de ces intersections sont protégées apparemment par les feux de circulation, mais quand même, nous avons ces accidents qui se réalisent. Nous espérons que cette empreinte permettra à terme faire la mise en nombre des feux de circulation pour s'assurer que les déplacements pourraient être faits en toute sécurité, mais aussi pour permettre la révision des nombres de programmation nécessaires pour laisser plus de place aux personnes vulnérables, comme les personnes de 3e âge, des personnes qui sont des personnes handicapées. La modernisation doit être capable de combler les besoins des automobilistes, les piétons, des cyclistes en termes de sécurité, mais aussi par la synchronisation qui est souvent déficiente. Et puis, j'espère qu'ultimement, le CGMU puisse jouer pleinement son rôle de faire le régulateur du trafic et évite ces genres de débordements dans un monde idéal. Le principal enjeu pour la gouvernance, c'est le retard important entre les demandes de modification, des demandes de changement sur les réseaux locaux et de temps en temps sur les réseaux artériels. Et si on peut trouver des solutions, Madame la Présidente, et puis notre formation voudrait bien travailler avec l'administration et nos arrondissements pour qu'on puisse améliorer cette situation-là. Je pense que tous les Montréalais et les Montréalaises vont être bénéficiaires. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. de Souza. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est sur le 42.02. J'aimerais évidemment d'abord remercier l'administration d'avoir continué ce projet. Comme nous le savons tous, c'est un projet qui avait été inclus dans le plan d'action Ville intelligente et numérique 2015-2017. Ça devait être lancé en 2017. Suite à l'élection et suite à la motion que nous avons adoptée de façon unanime en mars dernier, on sait comme quoi il y a eu une volonté de la part de l'administration de mettre à terme ce projet. Donc, je tiens à les remercier d'aller de ce sens-là. Je tire très franchement une satisfaction personnelle à cet égard parce que c'était moi qui avais recommandé, suite à une discussion avec le service du greffe, et avoir fait une recommandation auprès de M. Chitilian ainsi que tous les bureaux de ville intelligente dans le temps, d'inclure ce projet dans le plan d'action. Alors pour moi, c'est une concrétisation de beaucoup de travail au cours des dernières années, notamment avec le greffe. Et je tiens à remercier évidemment toute l'équipe du greffe, médecin Don, médecin Moore, à cet égard-là. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'il y avait une nécessité d'agir, une nécessité de mettre à jour cet excellent droit d'initiative
un droit d'initiative qui est très reconnu à l'international comme un réel pouvoir de démocratie participative. Ça démontre à quel point que la population peut exiger une consultation publique. M. Rotron, il a mentionné tantôt comme quoi il y avait seulement 2 utilisations à cet égard-là. C'est vrai, c'est exact. Mais ce qui n'est pas mentionné, c'est qu'il y a eu plusieurs autres exemples où, grâce à travers ce pouvoir-là, on n'a pas exigé de la population aller chercher, cueillir les signatures nécessaires. Donc c'était un enjeu où il y a une consultation sur l'usage des pistes cyclables avec la commission de transport. Il y a également une demande concernant l'utilisation des énergies fossiles. Merci beaucoup. Merci. Énergies fossiles. À cet égard-là, où suite à l'approbation initiale, suite à la mise en la reconnaissance de compétences par le greffe et le comité exécutif, d'emblée, il y avait une volonté d'envoyer cela. Et je pense qu'on ne peut pas ignorer également, plus récemment, l'exemple avec la consultation sur Camillien Oud, où le jour où ça a été reconnu par le greffe, comme quoi la question était effectivement recevable, que l'administration actuelle a décidé d'envoyer ça à l'OCPM. Donc, hormis le pouvoir d'exiger avec les signatures nécessaires, des fois, rien qu'avec la reconnaissance de recevabilité, on peut envoyer cela, on peut exiger, et ça met en branle tout ce pouvoir-là de consultation publique. Alors pour nous, c'est quelque chose qui est un vecteur de changement. Nous accueillons très favorablement, évidemment. Maintenant, le sommet décisionnel souligne comme quoi c'est prévu le lancement de l'application, donc d'un point de vue technologique, au mois de janvier ou février 2019. Oui, là, on le sait très bien que la motion qui avait été adoptée à l'unanimité parlait d'ici la fin 2018. On n'est pas à 1 ou 2 mois près, mais évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait un engagement formel, et que ce soit Mme Lavigne-Lalonde ou M. Croteau, qui réaffirme comme quoi ça va être justement lancé au mois de février, je présume, vu que le mois de janvier termine incessamment cette semaine à cet égard-là. Et sur cela, il y a un élément connexe sur lequel on est un peu moins à l'aise, mais je ne pense pas que ça va pouvoir mettre en branle l'enjeu, c'est que le règlement demande à ce que l'ordonnance soit émise par le comité exécutif pour mettre en branle ce règlement-là. Dans un contexte où il y a effectivement un engagement formel, comme quoi ça va être lancé d'ici 1 mois, je ne pense pas que ça porte problème, ce n'est pas problématique, mais dans un autre cas, on peut comprendre que ce n'est pas souhaitable, évidemment, que quand on le lance, une fois qu'il soit lancé, je pense que tout simplement, le règlement pourrait prendre effet. Donc, bravo pour pouvoir effectuer ce changement. C'est vraiment un apport pour la démocratie montréalaise et on a hâte de voir l'application, le site web qui va pouvoir être utilisé par différents citoyens. Je sais que notamment dans l'arrondissement de Mercier-Châteauneuf, il y avait une certaine attente à cet égard-là, mais entre autres, je pense que c'est sain pour la démocratie montréalaise. Je vous remercie. Merci, Monsieur. Chef de l'opposition, Monsieur Cadwell. Sur le droit de 4201, en réponse à l'intervention de M. de Souza, effectivement, nous sommes très ambitieux pour rendre nos feux piétons plus sécuritaires, nos feux de circulation et nos feux piétons. Le principe de base qui guide l'ensemble des interventions, c'est la sécurité des piétons. On était avant dans un paradigme où c'était la fluidité de la circulation qui primait. Là, c'est la sécurité des piétons. Et sur les temps les délais de traitement des différentes demandes d'arrondissement, je crois vous avoir remis il y a 2 mois le tableau qui démontrait une nette amélioration à cet effet, et on continue le travail. Merci, M. Caldwell. Madame Lavigne-Lalonde. Merci. En droit de réplique sur le 4202, je remercie M. Pérez pour son intervention très positive. Et je tiens à dire que, en tout cas, je pense que c'est enfin un dossier où on peut vraiment dire que tout le monde ici a contribué. M. Rotron, vous étiez responsable de la démocratie dans l'administration de M. Coderre avec M. le chef de l'opposition. On a inscrit ce dossier-là comme une priorité. Nous, on le réalise. Et en plus, M. Rotron, vous avez une bonne mémoire, mais des fois, vous oubliez quelques petits éléments.
Il était impossible, c'est vrai, lorsqu'il y avait un droit d'initiative fait en arrondissement, de l'envoyer à l'OCPM. Lors du dernier mandat, une motion que j'ai déposée, la preuve qu'on fait évoluer à trois partis différents, à la multitude des partis, ensemble, on fait évoluer des dossiers. J'ai déposé moi-même une motion en ce sens qui demandait à ce que des droits d'initiative faits en arrondissement puissent être envoyés à l'OCPM. Évidemment, il faut que ça passe par le comité exécutif puisque c'est ainsi que c'est écrit, mais maintenant, c'est quelque chose qui est possible. Donc, vraiment, un dossier qui prouve qu'on peut avoir communion de pensée et faire ensemble évoluer des dossiers. Donc, on est très content de voir ce dossier-là voir le jour aujourd'hui. On sait, le droit d'initiative, c'est pas un droit d'opposition, c'est vraiment un droit que les citoyens peuvent prendre de dire, nous, on souhaite qu'il y ait des idées, des solutions à des problèmes qu'on voit au quotidien à la Ville, qui fassent l'objet de discussions publiques, qui veulent vraiment faire évoluer le débat, faire évoluer les pensées. Donc, on est vraiment content d'enfin permettre aux citoyens de l'utiliser peut-être plus, de façon plus convivial, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, puis si on veut vraiment favoriser la démocratie, il faut offrir des outils qui permettent à ces gens-là vraiment de les utiliser, un vrai accès à cette démocratie-là. Donc, on est vraiment content que ce projet voit le jour. On espère, on m'a confirmé là, que tout était prêt au niveau des outils technologiques, donc ça devrait vraiment être lancé très prochainement. Donc, vous pouvez être rassurés. Donc, une bonne nouvelle pour la démocratie à Montréal. Merci beaucoup, Mme Lavigne-Lalonde. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur Lévidère. Est-ce qu'on fait les 5 points de toponymie avant d'aller souper? Non. Bel essai, Monsieur le leader. Bon appétit, à tout à l'heure.